Raphaël Legendre pour BFM Business, qui sera donc à la tête des experts à 10h à compter du 25 août prochain. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de finances publiques et budgétaires. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, spécialiste de l'air comprimé. Secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Alors aujourd'hui, j'ai un nombre d'auditeurs dont je n'avais jamais vu les noms qui m'écrivent pour, compte tenu des éléments qui ont ouvert cette émission. Il y a Isabelle qui écrit Kiwi, Colpart, Moello, Didier Lambrouille. Ah, je l'apprends ce matin, dit-il. Le retour de Didier Lambrouille. Jamboré, voilà, qui m'écrit aussi. Clément, certains que j'ai l'habitude de voir, effectivement. Bon. Un petit commentaire justement. Non, mais c'était Marc qui avait. Non, mais par rapport au commentaire, il y a quelque chose qui est très intéressant. Il y a des gens qui pensent que cette émission est essentiellement écoutée par un public très parisien, CSP++, etc. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai eu des exemples, et j'en ai un qui m'a frappé. On a un conducteur de poids lourd. Je me souviens très bien, il y avait Bob Marley en LED dans sa cabine. Bon, et conducteur de poids lourd, c'est un métier important pour nous, c'est de la logistique. Le type, il écoutait les experts tous les matins. Et il m'a dit pourquoi. Il m'a dit parce qu'il n'était pas allé à l'école, qu'il savait que là, au moins, les gens qui étaient autour de la table savaient ce dont il parlait et qu'il n'y avait pas de langue de bois. Donc, cette émission, je veux dire, c'est un héritage, c'est une lourde responsabilité, parce que c'est pas simplement mais c'est vrai que le Parisien. Et j'ai été moi-même interpellé par des gens de toutes conditions. Qui écoutent cette émission pour plein de raisons différentes. Certains parce qu'ils sont effectivement lancés dans l'entrepreneuriat et ça va, la chaîne au global, BFM Business, va leur permettre d'avoir de la matière, et d'autres effectivement par souci d'information et de pédagogie économique. Et j'ajoute de tout continent, je vous ai remplacé en tout début d'année pour le 1er 2 janvier. Moi j'ai reçu des messages des États-Unis. Ah mais j'en ai reçu aussi, ouais. De Français m'indiquant surpris, mais où est Nicolas Dose, d'autres amis là-bas qui me disaient tiens, Raphaël Legendre, mais on vous écoute aussi outre-Atlantique. J'ai reçu des messages de Français d'un peu partout sur la planète qui gardent une connexion avec l'actualité économique du pays, notamment au travers de cette émission. Marc, sur quoi vous vouliez repartir ? Non, mais je voulais revenir sur l'idée qu'il faut prévoir dans le temps et donner de la visibilité. C'est ce que normalement doit faire François Bayrou. François Bayrou, il dit je vais donner quelques détails sur le budget 2026, mais je vais donner une trajectoire. Alors évidemment, est-ce que c'est crédible vu la situation politique, etc. Mais là, l'idée, c'est de dire, voilà, d'ici quelques années, est-ce que je peux faire porter l'effort sur les impôts, sur les dépenses ? Dans les documents transmis à Bruxelles sur la stratégie, d'habitude, il y a quelques petits éléments là-dessus. Là, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on va faire. Donc, j'espère que François Bayrou donnera des détails. Le problème, c'est que quand on a une situation politique dans laquelle, comme celle qu'il a aujourd'hui, on ne peut pas faire les réformes qui font que ça ne peut pas être autre chose qu'une purge, ces budgets avec autant d'économies. Parce que si vous voulez faire des choses intelligentes, il faut avoir entamé les réformes avant. Si vous voulez réformer l'État, il faut se poser la question de savoir comment on le réorganise et comment on enlève les doublons entre les collectivités locales et l'État central. Sur la sécurité sociale, il faut faire des choses un peu structurelles. Par exemple, éviter la redondance d'actes. Donc, il faut se poser la question d'avoir une appli numérique qui permet que tout le monde ait ses documents, des radios qu'on fait, etc. Voilà, tout ça ne se fait pas en un jour. Donc là, on prend des mesures paramétriques. Je veux limiter les arrêts de travail. Je vous mets un jour de carence qui sera remboursé par personne. C'est ce qui est dans les tuyaux, ce genre de choses. Et donc, que ce soit une baisse de dépenses ou une hausse d'impôts, ça va être vécu comme on m'enlève quelque chose. Oui. Et il y a quand même un mythe de la réforme qui ne fait de mal à personne, qui ne toucherait que les fonctionnaires improductifs. Et ça, je pense que c'est assez dangereux. Quand on fait un gros ajustement budgétaire et quand on fait des efforts, forcément, on demandera à des gens de faire des efforts. Il ne peut pas y avoir de redressement budgétaire où, en gros, seuls les fraudeurs, les immigrés, vous voyez ce que je veux dire, et les fonctionnaires improductifs sont touchés. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avançons. Une loi travail 3. Ça vous inspire quelque chose? Une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui consisterait notamment à modifier les conditions d'accès. J'ai plus mon truc là sur le. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois dans les 24 derniers, ce serait 8 mois dans les 20 derniers mois. Et également une réforme dont on n'a pas le contenu sur la rupture conventionnelle, la possibilité pour des boulangeries d'ouvrir 7/7 et un recours au temps partiel facilité.
Réaction là-dessus, oui, Marc. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'on a dit, je fais confiance aux partenaires sociaux, je ne veux pas les brusquer. Michel Barnier, rappelez-vous, avait dit, la réforme de l'assurance chômage de Gabriel Attal, on la met de côté. François Bayrou a dit, on va négocier dans le conclave sur les retraites, on va faire des avancées et tout. Et puis tout d'un coup, hop, réforme du droit du travail, non concertée, où ça va être très difficile de mettre les partenaires sociaux d'accord. Alors là, à mon avis, avant que ça rentre en application, on peut dire sur le papier, il n'y a pas de majorité pour faire cette réforme de l'assurance chômage. Donc, moi, je serais extrêmement prudent. C'est pour montrer justement qu'on fait des réformes structurelles et que ça appuie les économies à plusieurs années. Donc ça, c'est notamment le président qui pousse. Mais est-ce que ça peut se faire ? Moi, je suis extrêmement sceptique. Il y a certaines choses qui peuvent passer par, sans doute, sans disposition d'ailleurs législative, peut-être par décret, mais il va falloir être assez prudent sur ce qui peut sortir de ça. En plus, c'est un peu en contradiction avec l'état d'esprit des réformes déjà engagées, où il était hors de question de faire quoi que ce soit en période de ciel gris. Il y avait l'idée que ce soit contracyclique. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était que c'était contracyclique. En avant, en disant on durcit les conditions quand le marché du travail s'améliore, en général, et on les durcit pas justement quand il se dégrade. Là, on est dans cette phase-là, où on a un retournement du marché du travail. Et on a déjà eu des destructions nettes d'emplois depuis 6 mois. Et l'horizon, enfin nous, tel qu'on le voit, quand on fait des prévisions, c'est qu'on va avoir une remontée du chômage et des pertes d'emplois. Donc du coup, durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage dans ce moment-là, ça risque quand même d'avoir des effets assez délétères sur la précarité ou la pauvreté. Là, les inégalités augmentent. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Et là, je suis d'accord du coup avec aussi Marc, c'est dire qu'effectivement, il faut aussi un accompagnement et des réformes structurelles, parce que l'aspect de la croissance et la croissance potentielle, c'est quelque chose qui est important si on veut faire des ajustements budgétaires. C'est pas juste faire de la comptabilité. La question de la croissance et de la préserver, c'est important, mais ça se construit dans le temps. Et qu'une réforme structurelle, ça prend du temps en fait. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc ça, il faut aussi des accords, il faut un consensus, il faut une montée en charge. Et donc, il faut un cahier de route qu'on n'a pas du tout. Ce qui est terrible, c'est que ce que vous décrivez tous les deux depuis 5 minutes, rien n'est prêt. Rien n'est prêt pour faire un vrai bon job. Mais bon, moi j'y vois un peu un nonos arrangé. Je suis de l'avis de Marc, ça passera jamais le Parlement, mais ça va occuper les médias. Ils vont faire des titres pour les boulangers doivent-ils bosser le 1er mai. Et avec ça, c'est bon, on est tranquille. Le débat se limitera finalement à ce. C'est pas ça qui va changer la croissance française. Non, clairement. Vous voulez dire un chose? Ah oui, un petit commentaire, parce que si vous voulez, celui qui doit vivre avec ce genre de mesures, c'est votre modeste serviteur quand même. Oui. Bon. Et vous voyez, c'est pour ça que ça crée énormément d'incertitudes, parce que je vais faire à la fois une synthèse des 15 ans d'émission avec vous et de ce qui vient d'être dit. La bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est que tous les problèmes qui ont été évoqués, toutes les solutions existent. Les solutions existent et sont connues. Elles ne sont pas connues depuis 35 minutes, depuis qu'on a débattu. Elles sont connues depuis plus de 30 ans. Bon. Donc après, on peut packager les choses différemment, on peut faire des conclaves, on peut faire des études, on peut faire des comités théodules, tout le monde sait ce qu'il faut faire. La question, c'est qui aura le courage de le faire? Et les gens l'ont bien compris. Là, les discussions qu'on a, c'est des discussions de salon. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que globalement, il n'y a pas de majorité au Parlement. Donc on peut avoir l'idée la plus saugrenue possible. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer quand on va remettre sa copie face aux parlementaires. Oui. Bon. Et c'est pour ça que ça crée de l'incertitude. Et je pense que, moi je suis industriel, donc pour moi le temps court, c'est 5 ans. Le temps moyen, c'est 10 ans, et le temps long, c'est 15 ans. Donc vous voyez, on est sur 2 échelles temporelles qui n'ont absolument rien à voir. Là, on est sur le temps boursier. Le temps boursier, c'est à la journée. Mais moi, la journée, ça n'existe pas. Donc si je dois faire un plan d'investissement en outils productifs ou lancer des produits, c'est 5-10 ans minimum. Dans le contexte actuel, personne ne va le faire. On est dans le temps politique où effectivement il faut scénariser et avoir un narratif pour nourrir les médias à peu près quotidiennement. Et c'est vrai que là on a un président empêché depuis 1 an, depuis la dissolution ratée, qui vient de se réarmer institutionnellement, ça c'est le narratif de l'Élysée, avec la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, et qui veut relancer un peu la machine face à François Bayrou qui, depuis qu'il est à Matignon, n'a qu'un seul objectif, c'est surtout de rester, de durer le plus longtemps possible. Et pour ça il applique la jurisprudence Cueil, président du Conseil de la 4e République. Il n'est d'absence de solution qui puisse résoudre aucun problème. Donc si on ne fait rien, a priori ça passe. Et ça a tenu jusqu'à maintenant. Ça a tenu, ouais. Jusqu'au budget. Il y a un proche de Matignon qui a été cité dans l'opinion, je crois, ce matin, qui dit le problème de François Bayrou, c'est qu'il a un cap, mais il n'a pas le chemin. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Et alors je ne vais pas vous faire... C'est Matignon qui dit ça. Enfin, proche de... Vous savez, c'est toujours une source proche d'eux. Vous savez, la source proche d'eux, ça permet d'écrire beaucoup de choses. C'est comme le Canard enchaîné qui vous met des verbatims de trucs qui se sont passés entre 2 personnes où il n'y avait personne d'autre. Et pourtant, les trucs sont en italique et entre guillemets, comme si quelqu'un avait entendu à travers une serrure.